À la une, mardi noir dans le département aujourd'hui avec la mobilisation du monde de l'éducation pour le passage de l'académie en REP+, veut exaucer, vous allez le voir, une intersyndicale a bloqué le rectorat jusqu'en début d'après-midi. Les vols de cyclomoteurs se multiplient ces derniers jours. C'est le constat des forces de l'ordre. Depuis le début de l'année, 20 vols de plus que l'an passé ont déjà été enregistrés. Des contrôles renforcés sont mis en place sur l'île de Cayenne. Enfin, la capitale de l'Ouest prépare l'avenir. Les ateliers internationaux de maîtrise d'œuvres urbaines ont tenté de dessiner un Saint-Laurent-du-Maroni de 2060. De nombreux architectes et professionnels de l'urbanisme ont étudié la ville. Ils ont proposé des projets innovants. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Un mardi noir donc marqué par un important revirement de situation. Les collèges de Guyane seront bien placés en réseau d'éducation prioritaire renforcé. La ministre de l'Éducation l'a annoncé il y a quelques instants. Najat Vallaud-Belkacem met ainsi un terme aux tractations sur la question. Elle était interrogée ce soir par le député Gabriel Serville à l'Assemblée nationale. Écoutez sa réponse. Dans ce cadre, j'avais fait en sorte que, à l'exception d'un collège, tous les établissements scolaires de Guyane soient classés en éducation prioritaire, c'est-à-dire 19 réseaux en REP et 10 réseaux en REP+. Cet engagement, je l'avais pris et je l'ai tenu pour ensuite accompagner les efforts déployés sur place par les enseignants. J'ai pris la décision, suite d'ailleurs à la proposition qui m'a été faite à l'époque par le recteur Lacombe, d'accorder aux collèges qui étaient en REP et pas en REP+, des moyens supplémentaires leur permettant finalement d'être au même niveau que les REP+, et donc de pouvoir répondre aussi aux difficultés de leurs élèves et d'améliorer durablement leur réussite scolaire. Mais comme vous le dites très bien dans votre question, cet engagement exceptionnel qui fut le mien a créé une attente pour la rentrée 2016. Cette attente, c'est que tous les collèges du département soient donc qualifiés REP+, tant qu'à faire. Alors, ces derniers jours, il y a eu beaucoup de mouvements, comme vous le savez. Le nouveau recteur, en particulier, a beaucoup écouté les membres de la communauté éducative. Je l'ai encore eu au téléphone aujourd'hui, pour ne rien vous cacher. Il m'a fait part de sa conviction que les attentes exprimées par les familles, comme l'engagement mis par les enseignants pour préparer la rentrée 2016, rendait nécessaire de faire passer les 10 collèges REP en REP+. Et je veux vous dire donc clairement que j'ai souhaité répondre positivement à cette demande. Et donc je prendrai un arrêté très prochainement pour réaliser cette transformation des collèges REP en question en REP+. Je crois que c'est une mesure de justice pour ce département et que ça nous permettra de donner décidément aux jeunes Guyanais toutes les chances de réussite. Voilà, donc vous avez entendu cette réponse de la ministre de l'Éducation, mais revenons à présent sur la vague de protestations qui a touché tout le département aujourd'hui. Une intersyndicale divisée d'ailleurs a bloqué le rectorat pour dire non au recul du gouvernement sur le passage de toute l'académie en REP+, des syndicats divisés dans la forme. Un mouvement en tout cas suivi également par de nombreux mouvements politiques. Plus de 500 manifestants étaient mobilisés dans tout le département. Stéphanie Puglisi et Jonathan Lariot. La lutte pour la refonte de l'éducation prioritaire en Guyane suit son cours et l'heure est à l'indignation. Ti moun qui pas travail, ti moun qui t'a sorti sans qualification, faut nous briguer pour ça. Pour briguer, faut nous gagner moyen dans ce pays. Un sentiment de trahison règne parmi les 500 enseignants venus manifester ce matin devant le rectorat de Cayenne. Nous disons que nos élèves sont délaissés. L'enseignement en Guyane s'appauvrit. Il faut vraiment que ça avance. La Guyane a une vingtaine d'années de retard en moyens et en moyens humains, financiers par rapport à la métropole. Et il faut que ce retard se comble. Ils se manifestent pour nos enfants. C'est pour nos enfants qu'ils sont là. Donc en tant que parents d'élèves, on est d'abord présents en tant que soutien. Et bien évidemment, nous serons une force de demande et de proposition et d'exigence. Plusieurs élus se sont joints au mouvement. À Paris, une délégation du ministère de l'Éducation a rencontré les parlementaires guyanais ainsi que l'intersyndicale. Le problème de l'éducation dans sa globalité se pose et c'est un vrai message fort que l'ensemble des manifestants souhaitent porter aujourd'hui au plus haut niveau de l'État. J'espère que le ministère de l'Éducation aura bien compris le sens et la portée du mouvement de la Guyane et prendra la bonne et juste décision pour pouvoir en finir avec cette situation. Il y a un an, l'ancien recteur d'académie Philippe Lacombe annonce le passage en REP+, de la quasi-totalité des établissements de Guyane. Une nouvelle qui vient répondre aux multiples attentes du corps enseignant guyanais qui souffre d'un manque de moyens.
Mais c'est à l'arrivée du nouveau recteur Youssouphi Touré que la vérité tombe. La refonte de l'éducation prioritaire en Guyane n'a jamais été d'actualité. Que la parole de la République soit respectée et appliquée. Que ce soit par la voix de Madame la ministre, que ce soit par la voix de ses représentants. Je le rappelle, le 15 septembre, j'étais reçue au ministère. On m'a confirmé le passage de cette REP+, par rapport à d'autres dossiers qui ne pouvaient pas faire avancer, parce que justement, ils avaient mis le paquet sur cette REP+. Aujourd'hui, il y a un autre discours, nous ne pouvons pas l'accepter. On descend dans les rues. Malheureusement, il faut toujours en arriver là. Nous sommes dans la discussion de la concertation avant blocage. On a une divergence de méthode, mais c'est tous ensemble que nous réclamons cette REP+, et ça ne change rien à la force avec laquelle nous la demandons. En fin d'après-midi, les syndicats se sont rencontrés pour discuter des mesures à adopter et surtout pour savoir si oui ou non le mouvement continue. Pour en parler justement, nous recevons ce soir la secrétaire régionale du syndicat UNSA Éducation, Raymonde Capet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on l'a vu après toutes ces informations contraires, la ministre de l'Éducation confirme la Guyane sera bien placée en REP+ à la rentrée prochaine. Alors, soulagée? Soulagée parce que depuis plus d'une semaine, nous sommes dans la mobilisation, nous sommes dans la concertation, comme vous le savez. Avec l'UNSA, nous avons fait jouer toutes nos relations, tant avec les élus, nous avons mobilisé nos troupes parce qu'avec le préavis, on a pu vraiment expliquer, parce que pour se faire entendre, pour convaincre, il faut expliquer. C'est ce que nous avons fait dans cette démarche-là. Ensuite, maintenant, nous sommes venus dans une intersyndicale pour demander plus fort. Et nous avons obtenu, parce que nous étions unis, même si nous n'étions pas d'accord sur la méthode, nous voulions tous la même chose. Donc, élus de ce pays, syndicats, société civile, tout le monde demandait la même chose. On rappelle justement que l'actuel recteur a démenti cette information selon laquelle la Guyane rentrerait en REP+ l'année prochaine. Il y a eu tout un démenti, toute une période de flou. Mais le recteur n'a dit que ce qu'on lui avait demandé de dire. En fait, il s'est appuyé sur les textes. Donc, ils ont voulu faire comprendre que la Guyane, on ne savait pas lire, on ne comprenait pas ce qui était dit. Nous étions en négociation. Nous avons bel et bien travaillé depuis plus d'1 an là-dessus. Il n'était pas question pour nous aujourd'hui d'accepter qu'il n'y ait pas ce passage. Vous pensez que c'est cette mobilisation justement qu'on évoquait tout à l'heure qui a permis aujourd'hui cette annonce de la ministre qui n'était pas prévue au final? C'est l'unité de la mobilisation. Élus, syndicats, parents, représentants de la société civile. C'est cette union qui a gagné aujourd'hui. Alors, des membres d'une intersyndicale que vous évoquiez tout à l'heure se sont rendus à Paris aujourd'hui. Alors, quels ont été, quel a été leur rôle aujourd'hui dans cette mobilisation à Paris? Donc, nous, dans l'organisation, ce que nous avions proposé à l'intersyndicale, puisqu'on s'est unis après, puisqu'on est partis séparés, on s'est unis, on s'est rencontrés par la suite, c'était de dire on fait une action conjointe au niveau académique et au niveau ministériel. Donc, les représentants de l'intersyndicale étaient reçus cet après-midi 17h. Les parlementaires étaient reçus ce matin. En fait, quand les parlementaires ont été reçus, effectivement, la ministre comprend un peu sur ses positions en disant les moyens, on ne les a pas. Si on vous donne à vous, il faudra qu'on donne à Mayotte, il faudra qu'on donne à Aix-Marseille, il faudra qu'on donne à tout le monde. Donc, l'après-midi, quand ils étaient reçus par en fait, nos représentants qui ont abordé le problème technique, parce que de là-bas où ils sont au ministère, c'était de dire ce n'est qu'un simple problème de moyens. Malheureusement, la REP+ en Guyane, ce n'est pas qu'un simple problème de moyens, c'est aussi l'attractivité de la Guyane qui est remise en cause, c'est aussi à peu près 400 emplois qui sont remis en cause, c'est aussi la qualité de l'éducation qui est remise en cause, c'est aussi le développement, l'épanouissement des enseignants qui doivent se sentir bien aussi respectés et comment dirais-je, leur permettre d'évoluer dans leur carrière comme il se doit par rapport au travail qu'ils fournissent. Donc c'est un ensemble, ce n'est pas seulement une question de moyens, mais c'est aussi toute la Guyane pour son attractivité, pour sa qualité de l'enseignement. Alors justement, est-ce que toute la Guyane est prête à accueillir ce processus de REP+, qui sous-entend, comme vous le disiez, plus de moyens humains, mais aussi matériels en termes d'équipement? Est-ce qu'on est prêt à accueillir ce processus aujourd'hui? Écoutez, il faut qu'on s'entende, là déjà, on a acté la REP+, on y travaille depuis pratiquement 2 ans maintenant. Nous sommes encore dans la formation, tout n'est pas figé. Il faudra analyser aussi, faire un bilan de ce dispositif pour l'améliorer. De toute façon, toute chose qui se met en place, venez du temps au temps, il faut avoir l'ambition. L'ambition, on l'a maintenant. Il faut qu'on utilise à bon escient cet outil qu'on nous donne. Des membres donc, de l'intersyndicale qui sont là-bas, le resteront pour un moment. La ministre a annoncé que le décret sera bientôt signé. On n'a pas de date pour le moment, mais quel peut être leur rôle maintenant? Ben, écoutez, nous sommes reçus demain matin 8h par monsieur le recteur. Donc, il va nous faire des annonces.
Donc on aura plus de détails par rapport aux déclarations de Madame la ministre et on sera à même de vous dire exactement quel est le processus. Même si ça a cristallisé l'attention de ces derniers jours, finalement, cette retombée positive, en tout cas pour les syndicats pour moi, et il les ne faut parents. retenir que ça. L'union fait la force et unis, on y arrive. Après, il faut qu'on s'accorde sur la méthode, mais bon. Ça, ce sera vite oublié. Et justement, en tout cas, sur ce qu'il reste à faire, on évoquait ce qui est mis en place depuis quelques temps pour accueillir la REP+, mais quand même, quelles autres problématiques il reste à régler pour améliorer finalement l'éducation en Guyane? Vous savez, l'éducation en Guyane, c'est un problème structurel parce que là, on règle un problème de moyens humains, donc on rend attractive la Guyane avec des personnels. Il y a le problème de vivier. Qu'est-ce qu'on met en place pour accompagner nos jeunes qui se tournent vers ce métier d'enseignant? Qu'est-ce qu'on met sur la table pour permettre que les sites isolés, les enseignants qui y aillent, ce ne soit pas que les débutants, mais des enseignants chevronnés? Qu'est-ce qu'on met en place pour que l'éloignement de ces sites, qu'est-ce qu'on met en place en matière d'hébergement, en matière de transport, dans la continuité territoriale? Qu'est-ce qu'on met là en matière de communication? On parle de l'école numérique. Tout est à faire. Structurellement, voilà. Donc là, on a fait un petit pas. Il faut qu'on garde en tête que la REP+, c'est un moyen parmi tant d'autres pour régler le problème d'éducation en Guyane et que pour notre jeunesse puisse prendre en main ce pays avec des têtes bien pleines. Et on retiendra ces derniers mots. Merci beaucoup Raymond Capet d'avoir été avec nous ce soir. On poursuit avec toujours cet important mouvement de grève des enseignants qui a bien sûr causé d'importantes perturbations pour les écoliers et leurs parents aussi. La plupart des établissements étaient tout simplement fermés, mais certains ont été quasiment épargnés. C'est le cas des élèves de l'école Mont-Désir-Mortin à Cayenne. Mia Pierre. À la sortie de l'école ce midi, très peu d'élèves devant cet établissement scolaire de Cayenne. Pour cause, la moitié des enseignants a répondu présent à l'appel des syndicats pour protester contre le revirement du rectorat et du ministère de l'Éducation nationale qui ont annoncé que la Guyane ne bénéficierait pas d'un passage généralisé en réseau d'éducation prioritaire. Ici, pas trop de perturbations dans les classes. Les élèves dont les enseignants sont absents sont pris en charge dans d'autres classes. Si dans certaines classes, les professeurs ne sont pas là, dans d'autres, ce sont les élèves qui sont aux abonnés absents. En temps normal, 164 élèves prennent leur déjeuner dans cette cantine. Aujourd'hui, ils étaient une trentaine. Selon le rectorat, il n'y a eu aucune mobilisation sur le territoire dans les lycées. Au niveau des collèges, le rectorat note 80% de grévistes sur le bassin de Kourou, 51% à Cayenne et 34% sur le bassin de Saint-Laurent-du-Maroni. Pour le premier degré, 80% des écoles étaient fermées à Saint-Laurent, 55% sur Kourou et 45% à Cayenne. Allez, on quitte cette page à présent de mouvement social pour s'intéresser à un procédé qui semble gagner du terrain depuis le début de l'année, le braquage en bande organisée et à scooter. En 4 mois, les forces de l'ordre enregistrent environ 20 vols de plus que l'année dernière, une recrudescence importante. Ainsi, un renforcement des contrôles est lancé sur l'île de Cayenne. Ayodele Germa. C'est à pied que celui que nous appellerons Tonio se rend désormais au travail. En début d'année, il a été victime d'une tentative de vol de son scooter, une tentative infructueuse grâce à l'intervention d'un passant. Mais il y a 2 semaines, il n'a pas eu la même chance. Ils m'ont vu, ils m'ont suivi, et alors j'ai tout de suite compris qu'ils voulaient faire quelque chose de pas sympa. Et donc j'ai essayé de les semer. Et j'ai tourné plusieurs fois dans les routes de Montjoly. Jusqu'au moment où je suis retourné sur la route de plage, je suis arrivé au restaurant chinois du début de la route de plage. Je suis même rentré dans le resto, dans la véranda du resto, et ils m'ont suivi là-bas et ils m'ont pris le scooter. Le vol de cyclomoteurs est un phénomène de plus en plus fréquent sur l'île de Cayenne. Sur les 4 premiers mois de l'année, le commissariat de Cayenne a comptabilisé 180 plaintes contre 160 l'année dernière dans la même période. Donc ce ne sont pas des chiffres anodins et s'y explique d'ailleurs le nombre de saisies que nous faisons, puisque le nombre de vols est important, un peu plus important que l'année dernière, mais on reste quand même dans les normes des années précédentes et on en retrouve quand même un certain nombre. Sur la dizaine de cyclomoteurs saisis chaque semaine par les forces de l'ordre, la moitié a été subtilisée à leurs propriétaires. L'important pour nous, c'est d'avoir bien sûr la plainte, extrêmement important, puisqu'on va avoir les caractéristiques, les numéros de châssis du cyclomoteur. Et on va essayer, lorsqu'on va retrouver le cyclomoteur, d'identifier le propriétaire en espérant qu'il reste encore des choses visibles.
Lorsque les 2 roues sont retrouvées, les propriétaires sont prévenus et peuvent récupérer leurs biens. Mais souvent, les cyclomoteurs sont difficiles à identifier en raison des numéros de châssis refrappés et des fausses plaques d'immatriculation. Pour freiner le phénomène à Cayenne, les forces de l'ordre opèrent jusqu'à 2 contrôles routiers par jour. Restez avec nous, dans quelques instants nous verrons à quoi pourrait bien ressembler la capitale de l'Ouest dans 40 ans. C'est la question sur laquelle plusieurs architectes et urbanistes ont planché pendant plusieurs jours. Réponse à suivre, et puis nous verrons le renouveau de la station thermale de Ravine-Chaude en Guadeloupe après plusieurs années de fermeture. Imaginez Saint-Laurent à l'horizon 2060, c'est le défi de plusieurs architectes et urbanistes de différents pays. Ils se sont rassemblés à Saint-Laurent-du-Maroni du 6 au 20 mai dernier pour étudier la capitale de l'Ouest et proposer une nouvelle vision des projets à réaliser au cours des 40 prochaines années. Reportage. Festivités et culture au bagne de Saint-Laurent-du-Maroni. Samedi 21 mai, le camp de la transportation a ouvert ses portes au public dans le cadre de la Nuit européenne des musées. Une soirée qui a accueilli petits et grands, orchestrée par le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. La population est invitée en fait à rentrer dans le musée gratuitement, et c'est vrai que le SIAPS devait participer, donc toute l'équipe s'est mobilisée pour proposer un programme tout le long de la soirée. On a eu donc 2 concerts, on entend là dans le fond l'association Katouri, et puis on a ouvert plusieurs salles, dont la salle de relégation collective qui accueille donc 2 expositions dédiées à l'esclavage, l'Océan Noir de William Wilson, et puis une autre exposition d'un photographe qui s'appelle Philippe Monge en partenariat avec les Anneaux de la Mémoire. Et puis en parallèle, on a ouvert aussi la case témoin, qui est la case numéro 2, sur une exposition qu'on avait présentée il y a quelques temps, c'était Léon Collin, donc c'est les portraits de bagnards. Et puis on a ouvert aussi toutes les cellules qui avaient fait l'objet d'une restauration de décor. Donc les gens ont pu à la fois déambuler dans les salles et puis écouter de la musique toute la soirée. Nous on a fait le choix de présenter des expositions très pédagogiques. On voit avec William Wilson, c'est de la teinture, c'est du dessin. Avec les Anneaux de la Mémoire, c'est beaucoup d'explications. On met en valeur la parole des esclaves, puisque c'est des citations d'esclaves qui ont été choisies pour illustrer les photos. Et toute la médiation qu'on met autour, c'est justement pour faire comprendre cette partie de l'histoire qui est finalement assez méconnue à Saint-Laurent-du-Maroni. Un événement qui a su divertir et instruire en ce mois de la commémoration de la seconde abolition de l'esclavage. Toutes nos excuses, vous avez pu le voir, il s'agissait d'un autre reportage qui était d'ailleurs très intéressant sur une exposition qui s'est tenue samedi dernier au camp de la transportation. Vous retrouverez votre reportage sur Saint-Laurent dans 40 ans dans votre édition de demain soir. On poursuit, on prend la direction de Fort-de-France. À présent, la ville capitale peut accueillir jusqu'à 9000 touristes par jour en haute saison. Parmi eux, de nombreux croisiéristes qui n'ont que quelques heures pour découvrir la Martinique et qui aimeraient bénéficier de produits détaxés. L'an prochain, ils seront peut-être satisfaits car ce matin, la municipalité a annoncé sa volonté de mettre en place une zone duty-free en plein centre-ville. Plus de 800 commerces qui pourraient bien être concernés. Frédéric Mazy. Ce produit, près de 10% moins cher, c'est ce dont pourraient bénéficier les touristes étrangers grâce à une zone duty-free au cœur de Fort-de-France dès l'an prochain. Payer des taxes, on fait que ça, payer des taxes. Donc s'il y a des produits détaxés, bah oui, ça m'arrangerait. Ça fera des économies au niveau du porte-monnaie. 828 commerçants sur les 1200 présents dans la capitale foyalaise pourraient prétendre à cette zone détaxée. Du grand magasin au petit artisan local, ils seront accompagnés dans les démarches administratives. Nous allons mettre en place un dispositif d'ambassadeur pour amener l'information, amener les modalités au plus près de l'acteur économique, du bijoutier, du petit artisan bijoutier qui fait des bijoux extraordinaires. Mais si on lui demande de quitter son activité pour remplir un tas de formalités, eh ça risque d'être compliqué. Donc on va mettre en place des ambassadeurs économiques pour faciliter les choses. Seul hic, dans les villes françaises où le duty-free est déjà en place, le seuil minimal d'achat pour bénéficier de la détaxe est de 175 € par magasin. Un panier jugé trop élevé. Dans une boutique souvenir, je n'achèterai pas pour 175 € en sachant qu'il y a tellement de choses chez aux Antilles. Là, je sors de chez une distillerie, donc j'ai ramené des choses pour la métropole. Je peux vous dire que le panier moyen du touriste de croisière qui vient en Martinique, il est bien en deçà, malheureusement, des 173 €. Il faut baisser ce seuil à 50 € pour que les petits commerçants puissent en profiter. Dans ce magasin de vêtements, 10% de remises sont déjà effectuées pour les clients étrangers.
Une initiative de la patronne qui réduit sa marge. Pour elle, le projet de zone duty-free en centre-ville est une bonne nouvelle, mais il faudrait aller encore plus loin. Il faudrait que les collectivités aussi y participent et que les commerçants également. Ce qui fait que si on a 8,5% de TVA en moins, plus mettons 5% d'octroi de mer, et que les commerçants rajoutent un 5%, on serait concurrentiel à toutes les îles de la Caraïbe et on pourrait faire bénéficier à tous les étrangers qui viennent en Martinique d'une taxe de 20%. La ministre des Outre-mer et le ministre des Finances doivent réaliser une étude de faisabilité pour cette zone duty-free en centre-ville. Pour mettre toutes les chances de son côté, Fort-de-France mise sur un comité de pilotage. Sa mission, rassembler tous les acteurs économiques pour travailler ensemble pour que le projet devienne réalité. En Guadeloupe, à présent, je vous le disais, la station thermale de Ravenschaud a été inaugurée vendredi dernier après plusieurs mois de fermeture pour travaux, plusieurs années. À quoi ressemble la nouvelle structure? Karen Diamin vous présente ces installations qui accueilleront le public à partir du mois de juillet. Regardez. Sur le site de Ravenschaud, on retrouve une eau aux multiples vertus qui provient des profondeurs de la source. Une eau naturellement sous pression qui jaillit sans aucun pompage. C'est une eau qui a des vertus, qui a des minéraux. On trouve le calcium, on trouve du magnésium, on trouve du sulfate, on trouve du potassium. On trouve tout cela dans l'eau. Et cette eau-là a une qualité aussi, c'est qu'elle est pure. C'est une eau artésienne. Des vertus associées à des activités physiques ou thermales dont pourront profiter les visiteurs de l'espace thermoludique René Toribio. Il y a bien sûr les deux bassins où les gens pourront s'y baigner librement. Mais il y a aussi des prestations. Donc parmi ces prestations, il y aura l'aquagym, il y aura l'aquabike, mais il y aura aussi des prestations pour les femmes enceintes. Oui, bien sûr, parce qu'il y a eu des accompagnements qui sont prévus pour ça. Pour les personnes âgées, pour les personnes en difficulté par rapport à certaines maladies et autres, Ravenschaud a une vocation thérapeutique, une vocation de remise en forme, une vocation de bien-être. Les gens qui sont stressés, je leur dis ça. Vous avez perdu le sommeil, venez ici prendre un petit bain à Ravenschaud, vous retrouvez le sommeil. Et pourtant, ce petit coin de paradis était loin, bien loin de voir le jour. Ça fait des années que les Lamantinois attendaient cela. Une première municipalité l'a promise, elle n'a pas pu le faire. Une deuxième municipalité l'a promise, elle n'a pas pu le faire. Nous l'avons fait. Nous l'avons réalisé. Nous avons fait tout ce que vous avez vu là. Il n'y avait pas un mur de construit. On avait cassé l'existant, et à part les murs en pierre qui étaient conservés et que nous avons gardés dans, bien sûr, la nouvelle structure, il fallait tout faire. Une immense fierté pour ce Lamantinois originaire de la section qui se souvient d'un pan de l'histoire lamantinoise. Je suis de Ravenschaud. Je suis né dans ce quartier. Je passais mes vacances ici. Donc pour moi, fils de ce quartier, reconstruire Ravenschaud, j'ai réalisé un rêve collectif. J'ai porté un rêve collectif avec l'ensemble du conseil municipal et des élus qui m'ont accompagné. Nous avons pu faire ça. Avec un bassin de 180 mètres carrés de surface, l'autre de 300 et une capacité d'accueil de 200 personnes, le site de Ravenschaud se veut véritablement attrayant. Ravenschaud est à la fois lamantinois, guadeloupéen, national et international. Vous savez, vous tapez sur Google Maps Ravenschaud, ça vous emmène directement sur le bassin qui est là. Donc c'est pour vous dire que c'est un site qui est connu sur le plan international. Des Canadiens venaient en cure ici à Ravenschaud. Dans près d'un mois, le site rouvrira ses portes au grand public. Cette image à présent pour finir ce journal. Mission accomplie pour Soyouz ce matin. Le lanceur russe a bien décollé à 5h48 avec ses 2 passagers des satellites de la constellation européenne Galileo qui ont été placés en orbite. Une longue mission puisqu'elle a duré près de 4 heures. Et rappelons que le programme européen concurrent du GPS offrira ses premiers services dès l'année prochaine. Ainsi s'achève votre journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de se quitter, le rappel des titres.
Mardi noir dans le département aujourd'hui avec la mobilisation du monde de l'éducation pour le passage de l'académie en REP+. La ministre de l'Éducation l'a confirmé, l'académie sera bien placée en réseau d'éducation prioritaire renforcé. Les vols de cyclomoteurs se multiplient ces derniers jours, c'est le constat des forces de l'ordre. Depuis le début de l'année, 20 vols de plus que l'an passé ont été enregistrés. Des contrôles renforcés sont mis en place sur l'île de Cayenne. Enfin, la capitale de l'Ouest prépare l'avenir. Les ateliers internationaux de maîtrise d'œuvres urbaines ont tenté de dessiner un Saint-Laurent de 2060. De nombreux architectes et professionnels de l'urbanisme ont étudié la ville. Ils ont proposé des projets innovants. Dans un instant, l'info nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Puis les programmes continuent sur votre antenne ATV. Très bonne soirée à vous, à demain.